Des policiers en pleine crise de confiance, infantilisés par leur hiérarchie, mal formés, mal reconnus et toujours plus exposés du coup au risque de dérapage. Voilà le portrait peu flatteur qu'a dressé sur notre antenne Frédéric Maillard, analyste des pratiques policières. C'était jeudi passé. Pour lui, depuis 2015, on assisterait à une dégénérescence de ces pratiques, en particulier dans les cantons latins. Pour réagir à ces propos, on accueille tout de suite le président de la conférence latine des directeurs cantonaux de justice et police, le conseiller d'État genevois Pierre Maudet. Bonjour. Bonjour. Alors Pierre Maudet, Frédéric Maillard l'a reconnu, il n'y a pas de chiffres, pas de statistiques pour étayer son propos. Il s'appuie essentiellement sur des témoignages de policiers qui font état de violences et de discriminations toujours plus fréquentes. Est-ce que ça correspond à une réalité que vous observez ? Bon, la réalité qu'on observe de tout temps, c'est que l'institution policière est critiquée, elle a l'habitude d'être critiquée, d'être placée sous les feux des projecteurs, elle est exposée à différents titres. Maintenant, il faut, je crois, dans cette approche qui est la sienne, rester un tout petit peu plus humble, surtout si on n'a pas de données étayées, et puis surtout rester sérieux, parce que c'est vrai que l'institution est soumise à la critique, c'est vrai qu'elle a changé ces dernières années, la formation, on en parlera dans quelques instants, s'est profondément transformée, mais j'ai pas observé, et là je peux parler moi de chiffres étayés, notamment s'agissant des plaintes pour l'usage de la contrainte abusive, de changements majeurs ou de dégénérescence, comme j'ai entendu l'autre jour, des pratiques policières. La société connaît à certains égards une forme de dégénérescence, la police n'en est que le reflet, parfois le réceptacle. Les policiers ont parfois le sentiment d'être l'ultima ratio, ou parfois les éboueurs un peu de la société. Ils l'expriment de façon diverse et variée, mais je ne crois pas qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on est parti en 2 ans, puisqu'on faisait référence à un tournant en 2015 sur une telle pente descendante. Bon, il peut y avoir des changements de comportement, d'attitude, de mentalité ou de culture policière sans que ça se traduise forcément dans les statistiques, Pierre Maudet. C'est vrai, mais le point de départ, je crois, de l'interview de l'autre jour, c'était ce qui se passe en France. Et là, on ne peut pas comparer les pratiques policières françaises aux pratiques policières suisses. D'abord parce que la Suisse est fondamentalement différente, qu'on a cultivé depuis des années, et on en a un peu souffert aussi une approche très proximité. On a recruté beaucoup dans le terrain, ça c'est une bonne chose, mais on a eu de la peine à faire sortir nos polices de leur vase clos. On le fait aujourd'hui, et c'est un succès un peu partout en Suisse avec des écoles de formation intercantonales. Donc moi, je vois plutôt les choses de façon positive, mais quand même, les chiffres le montrent. J'ai environ, chaque jour, sous ma responsabilité, 300 interventions de police, à des titres divers et variés, allant de la brigade criminelle jusqu'à des interventions tout à fait bénignes et anodines. Sur ces 300 interventions par jour, il faut mettre en regard les 80 plaintes par année qui finissent devant l'inspection générale des services pour des comportements de policiers qui posent problème. Quand même, il faut savoir raison garder. Je veux bien qu'on entende des experts autoproclamés à la recherche de mandats un peu partout en Suisse romande, mais il faut rester un tout petit peu sérieux. Alors parlons peut-être un peu de la formation. Frédéric Maillard a des mots assez durs envers l'Académie de Savatan où sont formés une partie des policiers romans. Il parle d'une pédagogie autoritaire, d'élèves à qui on apprend la soumission. Là aussi, vous n'êtes pas d'accord avec ce constat ? Non, vraiment pas. Je suis très soucieux du volet éthique, de la formation et de la dimension psychologique qui était évoquée l'autre jour, mais je crois pouvoir dire, avec un regard critique, qui est celui de Genève, qui a rejoint cette académie il y a maintenant 3 ans, sur une décision prise il y a 3 ans, mais en réalité depuis 1 an. La première fournée de nouveaux policiers, si j'ose dire, prêtera serment à la fin mars, après une année de formation. Je crois pouvoir dire que cette formation, elle est exigeante, elle est sérieuse, elle est placée sous le signe de l'autorité. C'est précisément aujourd'hui quelque chose qui est attendu, non seulement des aspirants policiers, mais aussi de la société, qu'on restaure l'autorité naturelle, pas l'autorité décrétée. Et cette autorité, elle se gagne aussi par la mise en confiance de ses aspirants. Donc j'ai pas du tout le sentiment, d'abord j'ai le sentiment que la police, c'est pas une coopérative, donc c'est bien sympathique de dire qu'il faut du participatif, et puis que les policiers doivent désobéir, comme j'ai entendu l'autre jour sur vos ça vous ondes. heurte, là on touche un peu à un tabou quand on dit que la désobéissance peut être une vertu et qu'un bon policier est un policier qui sait dire non à sa hiérarchie. Là, mais c'est simplement surréaliste. Bien sûr que non. Un bon policier, c'est quelqu'un qui sait faire preuve de discernement. Et le discernement, c'est la capacité, lorsqu'on est confronté, et c'est souvent le cas, c'est même tous les jours le cas pour des policiers, à des situations où il faut décider en une fraction de seconde, à faire appel à ses valeurs, à faire appel à ce qui fait aussi l'esprit du corps. Donc, ce que je n'aime pas dans le corporatisme, ce qu'on pourrait dénoncer, c'est l'omerta dans laquelle baignaient certains corps de police
justice il y a quelques années encore, où on n'osait pas dire, on n'osait pas affirmer un certain nombre de principes sur lesquels il fallait revenir, mais c'est évidemment pas à l'inverse, et c'est un petit peu quand même ce qui se disait sur vos ondes l'autre matin, d'ériger la désobéissance en mode de fonctionnement. La police ne peut pas, n'a jamais pu et ne pourra jamais fonctionner sur un mode participatif de type coopératif. Bien sûr que non. Il faut quand même tenir compte des réalités de terrain, des prises de décision rapides, et puis aussi, c'est un des paradoxes que je pourrais soulever dans le propos de notre interlocuteur de l'autre jour, l'importance de rendre de la confiance à l'encadrement. Confier à l'encadrement des responsabilités, c'est lui confier aussi l'autorité pour guider ensuite les agentes et les agents sur le terrain. Vous le disiez tout à l'heure, ça fait très peu de temps que les policiers genevois se forment à Savatan, 1 an environ. Est-ce que vous pouvez déjà dresser un premier bilan? Est-ce que vous avez observé des changements, même en termes de comportement, chez vos policiers? Non, c'est beaucoup trop tôt pour le dire, et la formation évidemment joue un rôle clé dans le changement de mentalité et le changement d'approche que nous appelons de nos voeux, nous les différents ministres cantonaux. Je pense en particulier à Béatrice Métro et Oscar Freisinger, avec lesquels je partage les réflexions sur le contenu pédagogique, parce qu'on voit que la société évolue, on voit que les besoins et les attentes vis-à-vis de la police évoluent, on voit que les policiers, qui évidemment voient beaucoup de choses assez négatives, l'envers du décor de notre société, ont facilement tendance à noircir aussi les situations, donc on doit faire très attention avec ce que l'on inculque comme principe, avec les valeurs que l'on défend, mais l'on constate aussi ce besoin de regain d'autorité. Alors le recul, je ne l'ai pas encore. Et on le verra ces prochaines années, c'est un peu tôt pour dire. Ce qui est certain, en revanche, et ça je peux l'affirmer, c'est que l'ensemble des polices cantonales gagnent aujourd'hui à travailler ensemble. On ne peut plus, comme on le faisait il y a quelques années, développer nos petites formations dans notre coin, auto-certifiées. Et c'est une bonne chose qu'on se mette en commun. En Suisse romande, on a encore 2 écoles. Peut-être qu'on verra à terme avoir une seule école sur plusieurs sites. C'est en tout cas mon souhait. En Suisse alémanique, il y a une école principale, mais plutôt, et c'est vraiment le principe fédéraliste, que d'uniformiser, de standardiser, on voit que les approches s'additionnent, que par exemple l'apport genevois, la police genevoise est une police très urbaine, une police qui est vraiment insérée dans le tissu urbain, eh bien bénéficie aussi aux Valaisans et aux Vaudois, et c'est d'autant plus nécessaire qu'on va vers des jours difficiles où l'on devra par exemple, on l'a vécu encore en début d'année, mobiliser des policiers interchangeables, capables de venir à Genève en appui des Vaudois et des Valaisans sur des manifestations internationales. Ça, je suis certain qu'on peut déjà constater la valeur ajoutée. Alors l'actualité, vous l'avez dit tout à l'heure, Pierre Maudet, c'est cette affaire Théo qui embrase actuellement notre voisin français, cette affaire de violence policière, hein, ce jeune homme d'Aulnay-sous-Bois qui a été malmené lors d'un contrôle de police. Vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas mettre sur le même plan la situation sécuritaire en France, la situation sécuritaire en Suisse, et vous disiez... En Suisse, on a une police, en tout cas dans les villes suisses, on a une police de proximité. Cette même police de proximité qui a disparu des villes et des banlieues françaises. Pour vous, ça, c'est une erreur majeure qu'a fait notre voisin ? Oui, mais ça tient à son système. On a un système très, très jacobin avec une centralisation parisienne et une diffusion des effectifs, avec des effectifs parfois totalement déconnectés de leur terreau d'origine. Alors ce qu'on doit cultiver et continuer de cultiver en Suisse, c'est la capacité de recruter, mettre beaucoup d'importance, pas seulement sur la formation, mais aussi en amont de ça, sur le recrutement, sur un recrutement local. On veut, et je l'ai fait inscrire dans la nouvelle loi sur la police à Genève, une police qui soit le reflet de la diversité de la population. Il y a tout un travail en amont qui est à faire. Parce que si on ne bénéficie pas de ce terreau, eh bien, la confiance que doit avoir la population dans sa police, la police est vraiment une des institutions républicaines les plus importantes, elle se perd. Et c'est ce qu'on observe en France avec un phénomène accélérateur qu'on perçoit bien ici à Genève avec nos 100 km de frontières avec nos voisins français, c'est qu'en plus de ça, les polices françaises sont épuisées. Elles sont épuisées par des mois et des mois d'état d'urgence, de tension. Donc vous ajoutez à ce phénomène l'état d'urgence et la fatigue, et vous obtenez le cocktail explosif auquel on assiste en France, même si évidemment je ne peux pas me prononcer sur l'affaire Théo puisqu'elle est en cours d'instruction. J'ai le sentiment que le problème majeur auquel doit faire face la France, c'est le problème de la confiance dans la police, alors même que c'était une institution au sortir des attentats à Charlie Hebdo qui a été attaquée, qui était perçue comme une des institutions vraiment à protéger et à défendre. Et on entendait même Renaud chanter « J'ai embrassé un flic ». Oui, effectivement, ça donnait un peu l'impression que le vent était en train de changer favorablement, mais évidemment, il suffit de très peu pour que les choses ne changent. Revenons peut-être à la Suisse et à Genève. Pierre Maudet, vous évoquez l'importance d'avoir un bon climat de confiance entre les policiers et la population. Bon, la confiance, elle ne règne pas forcément entre le département de la sécurité que vous dirigez, vous me voyez venir, entre le département de la sécurité et les syndicats de police. Et ils manifestent quand même un certain nombre d'inquiétudes face à la réforme de la police que vous défendez. Ils ont peur que leurs conditions de travail ne se dégradent. Est-ce que ça ne donne pas finalement raison à Frédéric Maillard quand il dit que les policiers ne sont pas assez reconnus ?
Ça dépend quelle forme doit prendre cette reconnaissance. J'ai le sentiment qu'à Genève, le débat sur la reconnaissance, il porte essentiellement sur les conditions salariales, qui sont importantes, assurément, mais qui ne sont pas les seules. La nouvelle loi sur la police, que j'ai défendue et pour laquelle j'ai obtenu gain de cause devant la population, inscrit par exemple, noir sur blanc, la notion de formation continue. L'idée qu'on n'est plus policier aujourd'hui comme on l'était peut-être par le passé, en étant formé une fois pour toutes, et puis après en se formant sur le tas, sur le terrain. La réalité des pratiques policières aujourd'hui, c'est de se mettre à jour, de se mettre à niveau. On le voit dans le domaine cyber, par exemple, on le voit dans d'autres domaines. L'évolution de la société fait que les policiers doivent être en formation permanente. C'est une forme de reconnaissance que l'employeur investisse des sommes importantes, en croissance ces prochaines années, sur cette capacité de continuer de se former. Et puis peut-être, et ça c'est une autre réalité qui, je le comprends, peut faire peur aux syndicats, celle de voir des gens arriver par le côté, donc ne pas démarrer une carrière de policier à 20 ou 25 ans pour la finir à 58 à Genève ou plus tard dans d'autres cantons, mais peut-être arriver à l'âge de 35, 40, 45, avec une valeur ajoutée, une expérience de vie différente, ou le cas échéant, plutôt la quitter en milieu de carrière pour partir dans d'autres pratiques. On constate aujourd'hui que la police, elle n'est pas épargnée par des phénomènes de société, comme celui de la diversité des carrières, ou celui aussi, très important, de la numérisation. Vous savez, une des remarques que l'on m'a faites à la suite de l'interview de la semaine passée de votre interlocuteur, c'était de dire, oui, mais les gens n'osent pas déposer plainte aujourd'hui s'ils se font malmener par des policiers. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, le policier se sait observé, et à peine il intervient sur la voie publique, qu'il peut être certain qu'une fois sur deux, il sera filmé par un smartphone, et que le film en question, anonymisé ou pas, parviendra à l'inspection générale des services, au procureur général ou à moi-même. Donc ce phénomène-là, cette réalité-là, on doit en tenir compte dans la reconnaissance du policier. Je pense que c'est là-dessus qu'on peut agir ensemble, mais pour ça, il faut avoir des interlocuteurs. Je pense que les syndicats ne le sont pas toujours. Ils focalisent peut-être un peu sur des combats d'arrière-garde. Comment vous allez vous y prendre pour apaiser la tension ? Alors, la tension, je l'aperçois, mais enfin, elle n'est pas non plus excessive. Mon objectif principal aujourd'hui, et en ça, je reviens sur l'exemple français, c'est de garantir le sentiment de confiance de la population dans la police. Pour ça, il y a un élément, une valeur fondamentale qui est d'ailleurs enseignée à Savatan et qui correspond au serment des policiers, c'est le principe de l'égalité de traitement. On observe qu'il y a une rupture démocratique lorsque la population a le sentiment que la police ne traite pas de la même manière pour les mêmes causes des personnes différentes. Et donc là, j'ai instauré par exemple à Genève l'organe de médiation de la police qui permet, si l'on s'estime lésé dans le comportement d'un policier, ou à l'inverse, si un policier s'estime malmené par un administré, par la pratique de la médiation, de façon donc non judiciaire et non contentieuse, en amont en tout cas, de régler ce type de problème. Je pense que c'est ce genre d'instrument qui doit nous permettre de conforter l'autorité du policier et de donner aussi le sentiment à la police qu'elle doit rendre des comptes, que c'est bien qu'elle le fasse, mais qu'elle peut le faire sans être jugée par avance coupable. Pierre Maudet, restez avec nous. Laurence Bolomet et Sandra Thiemerly nous ont rejoints en studio. Ils ont lu la presse pour nous. Et la presse, justement, évoque la question de la cybercriminalité. Vous évoquiez justement à l'instant cette question, Pierre Maudet. La cyberguerre, qui est un danger actuel qui occupe le département fédéral de la Défense. Oui, son patron Guy Parmelin était présent à la conférence de Munich sur la sécurité ces jours. Il s'exprime dans le temps sur les mesures à prendre contre la cyberguerre. Le journaliste lui demande si la Suisse y est préparée. Le conseiller fédéral rappelle qu'une des entreprises stratégiques de la Confédération a déjà été victime d'une telle attaque. Pas d'informations sur cette attaque, mais on peut imaginer une référence à la cyberattaque dont a été victime RUAG. Les données personnelles des quelques 30 000 employés fédéraux ainsi que des conseillers nationaux aux États auraient été dérobées ce jour-là. Guy Parmelin déclare « J'ai donné des instructions pour renforcer notre cyberstratégie au sein du département ». Mais pour lui, le département de la Défense n'est pas le seul concerné. Il y inclut le département des Finances. Il entend collaborer avec le monde de l'économie et les hautes écoles afin d'élaborer au mieux une nouvelle stratégie et trouver les moyens nécessaires. Vous trouvez que le niveau de sécurité est relativement satisfaisant, Pierre Maudet, de ce point de vue-là ? Non, très clairement non. Et le problème, c'est qu'on entend ce discours depuis maintenant quelques années. On a trois problèmes en matière de cyberdéfense. Premièrement, il n'y a pas vraiment de prise de conscience. Malgré, vous l'avez cité, l'événement RUAG, il faudrait une fois pour toutes réaliser l'ampleur du risque. Deuxièmement, il y a une question d'échelle. À quelle échelle on le traite ? Alors là, Guy Parmelin a raison. Est-ce que c'est un département, plusieurs ? De toute évidence, c'est très transversal. Et on parlait de numérisation de la société tout à l'heure. Voilà un impact. Puis troisièmement, c'est les moyens. Les moyens sont extrêmement faibles en regard du danger. Moi, je crains
crains simplement qu'on doive un jour subir une forme de Pearl Harbor cybernétique auprès de nos entreprises ou d'institutions publiques pour qu'on réalise l'enjeu de la menace. C'est important que l'économie, les hautes écoles aussi, soient davantage impliquées, qu'elles se bougent peut-être un petit peu plus justement, qu'elles s'en fassent plus dans ce domaine. Non, elles se bougent, elles le font. Ça, je peux vous l'assurer. Là, je mets ma casquette de ministre de l'économie genevois. Je vois que les hautes écoles, que ce soit les HES ou l'université et les écoles polytechniques fédérales, font le boulot. On a une chance extraordinaire en Suisse, c'est qu'on a un terreau et un potentiel en matière de cybersécurité avec des startups et des petites et moyennes entreprises extraordinaires. La difficulté aujourd'hui, c'est encore une fois le niveau préalable de la prise de conscience, notamment dans le monde politique, de l'importance de l'enjeu. Et puis les passerelles ensuite entre ceux qui peuvent financer les développements, ceux qui peuvent les implémenter, et puis ceux qui font de la recherche. Je pense qu'on a tout pour bien faire, encore faut-il le faire. Il faudrait maintenant qu'on passe à l'acte. Le grand rendez-vous de ce week-end, c'était le sommet de Munich sur la sécurité. Pierre Maudet, c'est une véritable déclaration d'amour que le vice-président des États-Unis a faite aux Européens à Munich, à ce sommet de la sécurité. C'est un commentaire à lire dans la presse alémanique, Sandra Timerli. Vos efforts sont nos efforts. Si vous avez du succès, nous avons du succès. Les mots de Mike Pence en Allemagne. Les États-Unis sont les meilleurs alliés de l'Europe, a-t-il ajouté, en transmettant les salutations de Donald Trump. Mais que faut-il comprendre derrière ce message ? À l'heure où en Amérique tout est relatif, se demande l'éditorialiste du Tagesanzeiger, Mike Pence n'étant pas n'importe qui, l'OTAN peut pour l'instant être rassuré. Washington ne la considère plus comme obsolète. Par contre, les Européens peuvent s'inquiéter de ce que Pence ne dit pas. Pratiquement aucun mot sur l'Ukraine. À l'heure de la polémique sur l'ingérence de Moscou dans la campagne américaine, le mutisme est flagrant. Visiblement, contrairement à l'OTAN et l'Europe, où les relations restent ce qu'elles étaient, celles avec Moscou reste ouverte. Il y a beaucoup d'incertitudes. Pierre Maudet, comment est-ce que vous voyez, si on reste toujours sur le registre de la sécurité, comment est-ce que vous voyez l'avenir des relations entre les États-Unis et l'Europe ? Bon, à l'heure des faits alternatifs, c'est difficile de comprendre la position américaine. Elle jure un peu avec les propos tenus la semaine passée sur l'Europe. Il y a cette vieille tradition atlantiste chez les Américains qui consiste à considérer que l'Europe doit et peut financer l'OTAN, mais guère au-delà. Moi, j'appelle de mes voeux une vraie défense européenne. Alors, on en est très loin, et c'est depuis 1954, historiquement là-dessus que l'Europe a buté. Mais je ne vois pas d'alternative. On l'a perçu encore récemment à Genève dans les discours du président chinois, qui est venu au mois de janvier et qui a montré l'importance d'avoir un monde multipolaire avec des forces qui s'équilibrent. Bon, pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut une défense européenne et il faut des pays européens qui se prennent en main et qui ne comptent pas sur les États-Unis pour assurer leur propre sécurité. L'histoire de l'Ukraine en est le meilleur témoignage. Le fait qu'il n'évoque même pas cette question-là, le vice-président américain montre à quel point il n'a pas perçu l'impérieuse nécessité de restaurer des équilibres. Alors, la lutte contre le trafic de drogue passe par les contrôles des aéroports et surtout par une approche mondiale. C'est dans la presse romande de ce matin, Laurence Bonhomme. Oui, c'est ce qu'on peut lire dans un article du matin. L'Organisation mondiale des douanes et Interpol ont mis en place un programme visant à mieux surveiller les aéroports d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Ce sont des régions qui sont devenues des centres névralgiques du transit de drogue entre l'Amérique latine et l'Europe. Alors, dans ce programme financé en majorité par l'Union européenne, un douanier suisse spécialiste de la traque des trafiquants de stupéfiants a été envoyé au Togo, au Bénin notamment, pour former des douaniers et des policiers. Parmi les formations, les itinéraires empruntés par la drogue ou encore le ciblage des vols et des passagers, la recherche de stupéfiants dans les halles de fret ou encore dans les valises. Il faut développer les partenariats entre les services de police ou entre les services de douane. Pierre Maudet, il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine-là. Il y a encore beaucoup à faire. On fait déjà pas mal de choses, mais c'est vrai que, mais là, pardonnez-moi l'emploi d'un vocabulaire militaire, mais la maîtrise du prochain compartiment clé de terrain est indispensable aujourd'hui. Comprendre que notre sécurité dépend aussi de notre capacité de nous projeter là où aujourd'hui il y a des phénomènes d'insécurité qui se développent, et ça va jusque sur d'autres continents. J'ai pour ma part poussé que des policiers genevois, dans le cadre de leur formation, continuent à y également, par exemple, en Libye. On a beaucoup de problèmes avec ce non-état de droit. C'est indispensable. C'est la démonstration que notre sécurité, elle passe par une action au-delà des frontières, que ce soit les frontières immédiates. J'ai envoyé en permanence depuis maintenant 2 ans 2 hommes au commissariat d'Annemasse, transfrontalier, ou bien au-delà des mers. On en a parlé aussi la semaine passée des expulsions sur le Maroc. Cette réalité-là, c'est de plus en plus vrai. Il faudrait qu'un certain nombre de politiciens suisses, notamment du côté de l'UDC, le réalisent. Alors, les expulsions vers le Maroc, vous en parlez juste à l'instant. Vous avez expliqué effectivement dans la presse la semaine passée que vous aviez commencé à pratiquer des expulsions par bateau
plutôt que par avion, et que ça semblait un petit peu rendre le partenariat avec les pays du Maghreb plus facile. Expliquez-nous. Dans le cadre des discussions qu'on a pu avoir avec les pays du Maghreb, on a essayé d'identifier ce qui aujourd'hui posait problème dans le cadre des vols spéciaux. Vous savez que le vol spécial, c'est la forme ultime de renvoi avec l'usage de la contrainte, donc c'est très particulier. Et c'est aujourd'hui ce qui ne fonctionne pas avec en tout cas 2 des 3 pays du Maghreb. Donc dans le cadre des discussions que j'ai pu avoir en direct d'ailleurs avec le ministre marocain de l'Intérieur, on a convenu que s'agissant de délinquants, de criminels marocains qui étaient venus en Suisse et avaient demandé l'asile et n'avaient évidemment pas obtenu, on devait pouvoir, pour donner un signal très clair qu'il n'y avait pas d'impunité, les renvoyer quand même. Et ce ministre, qui devait sans doute savoir que les Suisses, et en particulier les Genevois, petit clin d'œil à Alan Roura, sont des marins, peuvent utiliser la voie maritime, ce qu'ils n'avaient sans doute pas envisagé initialement. Bon, en même temps, la question des vols spéciaux, elle est un peu anecdotique dans tout ce débat très complexe autour des accords de réadmission et des renvois de requérants. Bon, on imagine que le dossier n'est pas encore complètement réglé. Enfin, on voit déjà l'Allemagne qui n'arrive pas à trouver d'accord avec la Tunisie ou avec le Maroc. Bon, si l'Allemagne n'y arrive pas, on n'imagine pas que Pierre Maudet y arrive quand même. Non mais détrompez-vous. D'abord, il n'y a pas toujours besoin d'un accord. Exemple, la Turquie, il n'y a pas d'accord de réadmission et pourtant, des renvois sont opérés. Ce qui est essentiel, même s'il n'y a pas beaucoup de vols spéciaux, c'est qu'on montre qu'il n'y a pas d'impunité. Qu'on se montre extrêmement dur vis-à-vis des délinquants et qu'on les renvoie même sous la contrainte. Parce que s'ils savent qu'ils font obstruction qu'ils arrivent à faire obstruction à un renvoi par vol spécial, eh bien c'est une forme d'impunité qui se développe. Et le cas des Marocains est éloquent. On en a renvoyé quelques-uns sous forme de contrainte, par non pas vol spécial, mais par bateau. Et ça a immédiatement amené à une diminution du nombre de fausses demandes d'asile. Donc c'est ça, c'est les signaux qui doivent être aujourd'hui donnés, des signaux extrêmement clairs sur notre détermination et notre fermeté. Très brièvement, en 30 secondes, Pierre Maudet, parce qu'il nous faut conclure. L'objectif à terme, ça reste de conclure quand même des partenariats avec tout le monde. Oui, la sécurité aujourd'hui, ça passe par la coopération, ça passe, pour revenir sur le propos de départ, par un comportement exemplaire de la part des policiers, puisque c'est les premiers à faire respecter les lois, ça ne peut pas être les premiers à les enfreindre, il faut être très dur avec ceux qui ne les respectent pas, mais il faut aussi reconnaître que ça va se tendre. Vous disiez en début de journal qu'on avait une augmentation de 8% du commerce mondial des armes, on est dans une situation qui, au point de vue sécuritaire, représente des enjeux colossaux, et je pense qu'il faut rester extrêmement ferme et déterminé, et le montrer et l'affirmer. Pierre Maudet, conseiller d'État genevois et président de la Conférence latine des directeurs cantonaux de justice et police. On vous remercie d'avoir été notre invité ce matin. Merci de m'avoir donné le temps et bonne journée. Bonne journée à vous.